Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième cours de vidéo. On va commencer par un petit test son pour voir si vous m'entendez bien. N'hésitez pas, salut Ziplo, n'hésitez pas à me confirmer que vous entendez tout ce que je dis. Ah, Ziplo m'entend, c'est parfait. Donc, on va faire un cours un peu différent de celui d'hier. Ok Darius, salut. Et donc là, on va un peu plus s'intéresser à tout ce qui entoure l'univers du cinéma et de l'audiovisuel. Et on va avoir plein d'invités très intéressants dans beaucoup de domaines différents qui à chaque fois vont nous parler un peu de leur expérience. Alors, Pat Le Guen, il y a Kara qui trouve que c'est pas très fort, le son. Je t'invite à voir ça avec elle. Donc on va voir un peu les dessous du cinéma et de l'audiovisuel avec les parties suivantes, un peu les étapes pour construire votre film, les effets spéciaux, les autres formats que les films et les séries, et le journalisme en vidéo, sachant que en plus de ça, il y aura quelques sondages durant tout le chat. Et c'est pas des sondages où il y a des bonnes et mauvaises réponses, c'est seulement des sondages sur vos goûts, parce que c'est intéressant un peu de savoir ce qui vous plaît aussi. Et aussi pour, bien sûr, pour illustrer tout ça, on va avoir plein de vidéos différentes. Enfin, on va commencer tout de suite par une vidéo de tournage, un making-of, on appelle ça. Alors, je vous la retrouve. Clear one. Clear two. Et Ricky, clear three. cette vidéo And que vous voyez là actuellement, c'est une vidéo de Michel Gondry. Michel Gondry, c'est un réalisateur français, mais qui travaille beaucoup aux États-Unis. Et je ne l'ai pas choisi au hasard cette vidéo parce que Michel Gondry, il a commencé dans le clip avec Björk par exemple, où il a fait énormément de clips de Björk, des Chemical Brothers, ce genre d'artistes-là. Et surtout, il a commencé en faisant des clips pour un groupe parisien où il faisait du stop motion, il prenait des jouets et il en faisait des histoires. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit hier par rapport à on est chez nous et on peut faire de la vidéo. Ce qui m'intéressait là aussi dans cet extrait qu'on est en train de voir, c'est que il y avait deux façons de montrer cette scène qui est en fait l'évolution d'un appartement dans le temps, pardon, par rapport à l'actrice principale. La façon simple, c'était de montrer un avant, un après. On prend le plan, on change le décor et ensuite on montre l'après en faisant un deuxième plan. Là, Michel Gondry s'est dit non, moi je vais faire toute l'évolution en plan séquence, sans effets spéciaux. Et c'est pour ça qu'en fait vous voyez en permanence autour du cadreur. D'ailleurs, vous voyez que le cadreur il a une énorme caméra sur lui, c'est ce qu'on appelle un steadicam. C'est une espèce d'exosquelette qu'on met sur soi pour que la caméra soit complètement fluide. Et donc ce que vous avez vu qui était très intéressant là-dedans, c'est toute l'équipe du tournage. Quand on voit le film, il n'y a personne, il y a une actrice et toute l'équipe du tournage qui se démène pour arriver à faire le plan. Donc voilà. Et c'est ça le cinéma, c'est tricher en permanence et surtout par la créativité, arriver à faire des choses qui pourraient coûter parfois des millions d'euros ou de dollars de plus. Donc ce qu'on va faire là tout de suite pour continuer ce deuxième cours, c'est on va faire un premier sondage. Moi ce qui m'intéresse c'est de connaître quelle est votre série préférée. Et donc le sondage va apparaître sur Slack d'ici peu. Et une fois qu'on aura les résultats, on va voir, on pourra en parler un peu. Donc vous avez le choix entre 4, juste avant le premier appel, vous avez le choix entre 4 séries, Casa de Papel, Breaking Bad, Game of Thrones et Plus belle la vie. Je vous laisse choisir.
En attendant, on va commencer avec le premier invité qui est réalisateur, qui est Antoine Lassor. Et on va l'appeler dès que possible. Donc Antoine Lassor, pour vous le présenter un peu, il est réalisateur de publicité sur le web et aussi sur les chaînes nationales. C'est tout simplement un très bon réalisateur et également. Ah ben, salut Antoine, c'est un très bon réalisateur et aussi quelqu'un que je connais Bonjour, depuis le ça va? lycée, avec qui on a commencé à 17 ans à faire des courts-métrages plutôt sanglants. Euh, C'est ça, Salut tout à Antoine, fait. est-ce que tout va bien chez toi? Est-ce que tu nous entends bien? Tout à fait, je t'entends très bien. Voilà, je te vois, je vois le Twitch en direct. Ouais, Donc tout va bien. ok. Juste pour les gens qui peuvent nous suivre en ce moment, donc j'ai posé des questions à Antoine, mais n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à les poser sur le chat et on va, on va y répondre ensemble. Mais n'hésitez pas à interroger Antoine directement. Donc Antoine, hier avec les élèves, on a vu un peu le langage du cinéma, comment faire pour déjà commencer à tourner chez soi en ayant les bons outils. Moi, ce que Mhm. j'aimerais bien avoir avec toi, c'est quel est le processus de travail. Alors oui, donc j'ai pu voir un peu l'émission d'hier. Du coup, j'ai vu un peu de quoi vous aviez parlé. Je vais commencer par dire dans le processus de travail, en fait, de création d'un film, enfin d'un produit audiovisuel, quel qu'il soit, pub, film, clip, etc. La première phase, évidemment, c'est l'écriture, c'est la pré-production. Et l'écriture, c'est l'idée à la base, évidemment. Donc, c'est on va dire, toute puissance de l'idée dès le départ qui va s'imposer d'abord et ensuite générer tout le cursus de production qui en découle. Donc, une fois qu'on a une idée, il faut l'écrire, hein, il faut la matérialiser. Et puis donc là, on rentre en phase de pré-production. C'est-à-dire que la pré-production, c'est tout ce qui va être essentiellement des documents de travail, de préparation, d'écriture pour se préparer au tournage. Voilà. Ok. Donc en pré-production, on peut commencer par faire un pitch, un synopsis, un traitement, un scénario évidemment. Tout dépend le degré en fait d'élaboration et de précision de ce qu'on écrit. Et puis sur la base de ce scénario-là, ensuite on va écrire aussi des intentions, on va faire des notes d'intention, et puis on va préparer des documents plus techniques qui concernent la préparation technique et logistique du tournage. Voilà. Et donc, tout part de là, en fait. Et c'est une phase qui, de manière générale, prend du temps. Ok. C'est-à-dire, Pourquoi ça prend du temps selon toi? ça prend du temps parce que on est obligé, en fait, d'arriver, de manière générale, on est obligé d'arriver au niveau du tournage en sachant ce qu'on va faire. Moi, je pense D'accord. que ça, c'est l'idée la plus importante. On peut parfois aborder la phase d'un tournage en se laissant un peu pousser par le feeling, certaines envies esthétiques et tout. Mais je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est de savoir ce qu'on fait au tournage, savoir ce qu'on raconte, savoir ce qu'on veut dire, et surtout comment on va le raconter, comment on va l'exprimer grâce aux moyens techniques de l'audiovisuel. D'accord. Quelle lumière, voilà. Ok. Et donc après, la deuxième partie, ça va être le tournage. Et on a déjà commencé à l'aborder hier. Mhm. Et la troisième partie qu'on appelle la post-production, ça désigne quoi en fait? Alors la post-production, c'est le moment où en fait on va récupérer toutes les images qu'on a tournées, tous les rushs, ce qu'on appelle les rushs, tous les sons aussi, et tous les éléments qui de manière générale vont nous servir
à construire au montage notre film. Et donc, la post-production, c'est essentiellement le montage. Et puis ensuite, si besoin, la phase d'effets spéciaux, de compositing. Quand je dis montage, c'est le montage image et le montage son aussi. Et puis ensuite, tout ce qui est plus spécifique, type composition, étalonnage. L'étalonnage, c'est voilà le look, un peu l'esthétique qu'on va finir de peaufiner grâce aux outils de montage ou d'étalonnage spécifique. Voilà, c'est dans la phase de post-production qu'on va venir assembler toutes les images qu'on a dans l'ordre qu'on aura décidé, on va dire, au montage. Et puis voilà, donc c'est une phase, moi à mon sens par exemple, et ça c'est un avis qui n'engage que moi, mais c'est une phase qui est au moins aussi important que la phase de tournage, si ce n'est plus. Voilà. Ok. Évidemment, c'est toujours la phase de pré-production qui est la plus importante parce que c'est encore une fois l'idée et la manière dont on veut le faire. Mais pour moi, ce qui se passe au tournage, c'est essentiel, et ce qui se passe en post-production, c'est tout aussi essentiel. Oui, parce que ça participe à continuer la narration. C'est-à-dire que c'est le moment où on va mettre du rythme, un peu, où on va créer aussi du sens en fonction des choix qu'on fait sur un rythme rapide ou lent, sur les transitions. On continue à créer l'ambiance en fait de l'écriture au montage. Mhm. Ouais, complètement. C'est ça. En fait, c'est comme tu dis, on continue à créer, c'est-à-dire que l'écriture ne s'arrête pas à la pré-production et au tournage. Elle se poursuit et elle se termine en post-production. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on peut dire en fait que dans le processus de réalisation d'un film, d'une série, d'un clip, on écrit en permanence. Il y a un moment donné en pré-production où on est obligé de figer, on va dire d'arrêter les idées pour les produire concrètement à l'image et au son. Mais finalement, ce travail d'écriture, il se continue en post-production parce que on peut en post-production, on peut au montage, eh ben, changer des choses. On peut décider de raconter des choses un peu d'une autre manière, même si on les a tournées telles qu'on avait prévu de les tourner à la base. D'accord. Voilà, donc Est-ce que parmi ces trois phases de travail où tu es impliqué dans tous les cas, est-ce qu'il y en a une que tu préfères? euh, moi j'aurais tendance à dire que je préférerais toujours le tournage et la post-prod à la pré-prod, parce que la pré-prod c'est un processus un peu particulier où en fait, bah, il y a un moment donné, comme je disais, on est obligé d'arrêter les choses et on est obligé de les figer. Alors qu'au tournage et en post-production, voilà, on est toujours on est toujours en permanence en train de créer. Évidemment, il y a un moment où la création s'arrête, on arrête les idées et où on finit notre film et on le livre, on le montre. Mais il y a toujours de la créativité. Et moi, voilà, bah, le tournage, évidemment, c'est une phase qui est géniale parce que c'est très riche. On échange beaucoup avec les gens, on crée avec tous les gens qui nous entourent et qui nous aident à réaliser le film. Après, moi, personnellement, j'ai l'habitude d'être assez impliqué dans la post-production de ce que je réalise. C'est-à-dire que je monte l'essentiel de ce que je réalise, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, ce qui est même assez rarement le cas, on va dire. Mais moi, on va dire que dans le cursus de production dans lequel je m'intègre, la plupart du temps, je monte mes films parce que aussi je suis très sensible à ça et parce que quand j'écris, quand je suis en pré-production, je pense déjà fortement à comment je vais monter les films que je réalise. D'accord. Très bien. Je voudrais avoir aussi ton avis là, parce qu'on voit que depuis maintenant, ça commence à, on vieillit, mais depuis une vingtaine d'années, il y a les séries qui arrivent en force et Mhm. qui deviennent de plus en plus populaires, même plus populaires que les films. Toi, est-ce que tu une préférence entre le film et la série? Et si oui, lesquelles? Oui, clairement, moi j'ai une préférence pour les films. Parce que c'est culturel, j'ai envie de dire, et puis que c'est le format, on va dire, de création audiovisuelle qui me parle le plus et qui me plaît le plus.
c'est aussi parce que j'ai été bercé, moi, par des films et pas par des séries, on va dire, dans mon enfance et dans ce qui a fait pousser en moi l'envie de faire ce métier-là. C'est pas pour ça que je fais des films, en fait, de fiction, mais en tout cas, le format que je préfère, moi, c'est le film, c'est le long métrage. Il y a une raison qui est, je dirais, enfin, il y a plein de raisons. Ça, alors attention, ça veut pas du tout dire que j'aime pas les séries. Et il y Oui, a je des te choses qui sont connais, absolument, je sais que tu bouffes pas mal de séries aussi, hein. ouais, voilà, il y a des choses que je trouve absolument formidables dans les séries. Mais s'il fallait choisir, voilà, si tu me demandes de choisir, le choix c'est le film. Pourquoi? Peut-être l'argument le plus évident et rapidement, c'est parce que en fait, dans le long métrage, globalement, on est limité en temps. Voilà. Alors vous allez me dire, dans une série, on est aussi limité en temps, mais dans une série, on a une espèce de latitude avec le format épisode et saison, euh, qui nous permet, enfin qui permet de diluer les choses de manière un peu plus facilement. Et moi, ce que j'adore en fait dans un film, c'est que sur un temps très court, sur un temps donné court, de on va dire 120 minutes, parfois plus, parfois moins. Et ben voilà, on est obligé d'arriver en fait au même résultat. Et c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des les artistes, enfin comment dire les réalisateurs et puis les scénaristes de longs métrages, tout leur talent, j'ai envie de dire, c'est de faire tenir une histoire du début à la fin Mhm. en 120 minutes. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fort en fait dans le format film. Oui, c'est un propos et Euh, pas un propos improvisé, quoi, en fonction des saisons. Ouais, c'est ça. Et puis, même s'il y a plusieurs propos, c'est la manière dont on va réussir justement à imbriquer ces propos-là dans un temps finalement assez court. Et puis faire en sorte que le spectateur comprenne, ressente ce que le scénariste ou le réal a voulu lui faire ressentir. Ok, Je trouve que de manière générale, dans une série, euh, la, les facilités que ça amène, on va dire, le format, de pouvoir prendre du temps aussi, bah, parfois ça nuit souvent ça peut amener à nuire souvent à la série en elle-même. ouais. Il y a énormément d'exemples de séries qui sont fabuleuses sur leur première saison ou leur deuxième et qui finalement s'étiolent dans le temps parce que ça traîne et parce qu'on s'est dit qu'on avait éventuellement plus de temps pour raconter autre chose. Voilà. Et donc souvent les séries, je trouve, hein, moi, c'est mon avis, perdent de leur substance à mesure qu'elles traînent dans le temps. D'accord. On a une question de Bénédicte sur les différents logiciels qu'on peut utiliser au niveau des différentes phases. Alors, il n'y a pas un logiciel qui va servir à toutes les phases de production. Je sais que par exemple en écriture, ce qui est très utilisé à Hollywood, ça va être Final Draft pour les scénarios. Euh, pour le tournage, ça va être des caméras ou alors des applications sur téléphone mobile. Et en post-production aussi, on va avoir trois tendances. Ça va être Avid, Final Cut et Premiere. Avec Premiere, tu me dis si je me trompe Antoine, mais qui est de plus en plus utilisé parce qu'il est compatible avec énormément d'autres logiciels. Est-ce que tu as un logiciel de montage préféré Antoine? Oui, moi, c'est Premiere, du coup, c'est le logiciel d'Adobe, Premiere Pro. Ça, c'est le logiciel on va dire que je préfère parce que c'est celui que je connais le plus aussi, hein. Je crois que c'est hyper difficile de dire qu'il y a un logiciel en tout cas, entre les trois que tu as cités, un logiciel de montage qui est mieux qu'un autre parce que c'est pas le cas. Ils se valent tous. En revanche, c'est celui avec lequel on est le plus à l'aise, en Hmm, fait, et celui avec lequel on a le plus d'habitude. Donc, c'est surtout ça qui prime, parce que c'est dans le montage, c'est très important d'avoir aussi ses habitudes. voilà. Voilà. En pré-prod, il y a effectivement, comme tu dis, pour le scénario Final Draft. Et puis aussi, bah, après, en fait, dans tout ce qui est logistique, préparation, le travail des assistants mise en scène, des régisseurs, des directeurs de production, il y a des tas de logiciels spécifiques qui existent, mais de manière générale, ça s'apparente quand même à des tableurs, Oui, voilà, ou des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment une phase où bah, on met des chiffres en face des lignes, on met des horaires, on met des
créneaux, des choses comme ça. Donc, c'est faire coïncider des valeurs avec du temps, etc. Donc, c'est pas forcément des trucs qui sont super sexy. Mais voilà, la pré-production, c'est souvent ça. Et d'ailleurs, les astuces que tu as données, elles sont valables pour les films, mais c'est valable aussi sur tous les autres formats. Des phases de production qu'on retrouve partout. Et on va parler de quelque chose qui est ton travail quotidien, c'est la publicité, qui intéresse aussi énormément de grands réalisateurs. Et on va commencer avec une publicité qui a un peu révolutionné à l'époque le monde de la publicité, donc tu peux commenter en direct, qui est la publicité d'Apple en 1984. Ah oui, oui, tout à fait. Réalisé par Ridley Scott. Ça démarre. Réalisé par Ridley Scott, que vous connaissez pour Prometheus, pour Alien Covenant, pour Gladiator, pour le premier Alien. Blade Runner. Voilà, donc à un moment la publicité s'est dit pourquoi pas carrément prendre la vision d'un réalisateur pour servir notre produit. Donc au niveau du contenu, Antoine, tu es d'accord, c'est quand même bon, faut vendre, ça sert à vendre à vendre quelque chose, il y a moins de possibilités que en termes de discours qu'au cinéma. Mais qu'est-ce qui, selon toi, peut intéresser un grand réalisateur pour quand même pour faire de la pub plutôt que des films ou des séries. À part se payer une maison secondaire. Ouais, à part payer le gaz ou refaire le liner de la piscine, ce qui peut être un choix complètement. Enfin, ça se tient, quoi. Voilà. Effectivement, oui, la pub généralement, ça paye pas mal. Enfin, en tout cas, voilà, quand on est Ridley Scott et qu'on fait une pub pour Apple, on se met bien à l'abri. Sûrement beaucoup plus à l'abri que quand on fait Blade Runner, par exemple, quand on s'appelle Ridley Scott. Entre parenthèses, la pub que vous voyez actuellement, c'est Guy Ritchie, qui est un autre réalisateur très connu, qui a fait Snatch ou plus récemment Le Roi Arthur. Voilà. Alors là, c'est intéressant que tu montres par exemple cette pub de Guy Ritchie parce que en fait, il y a deux choses. Il y a comment un réal il est amené à faire de la pub. Souvent, c'est une agence, enfin un annonceur qui fait un annonceur. Là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est Nike, ça? Ouais. Ouais. En l'occurrence, Nike qui passe par une agence et cette agence est censée proposer un concept de pub. Et donc, cette agence, en fait, elle va proposer quelque chose, un visuel, un feeling, un mood, quelque chose qui en 30 secondes ou en 1 minute, parce que là, c'est une pub un peu longue, on va dire, faire passer une espèce de dynamique, d'énergie et tout. Et en fait, les agences, elles ont des références, c'est-à-dire que souvent, on cherche aussi chez un réal son style, sa patte, son univers, son style visuel, son énergie. Voilà, par exemple, Guy Ritchie, c'est un mec qui est connu pour faire des films assez speed, très cut, très découpé, vous voyez, très dynamique comme ça dans l'approche, où il y a beaucoup de mouvements de caméra, où les mecs ont des gueules. Vous voyez, la Guy Ritchie, Wayne Rooney qui sort d'une caravane, c'est typiquement l'univers Guy Ritchie. On se rappelle de Snatch. Alors, je sais pas si vous avez vu Snatch, mais c'est un film qui se passe en partie dans la communauté gitan, en fait, en Angleterre, et c'est vraiment un univers un peu, voilà, comme ça, très donc on retrouve en fait plein de gimmicks, plein de principes visuels qui appartiennent au film de Guy Ritchie dans les pubs de Guy Ritchie. Donc c'est aussi ce que les mecs leur demandent. Quand on se paye Guy Ritchie pour faire une pub, on s'achète aussi le style de ce metteur en scène. Maintenant, si on se met à la place du metteur en scène, du réal, si moi je suis Guy Ritchie et que Nike m'appelle pour faire une pub, je me dis bon, pourquoi j'irai, quoi? Est-ce que je passerai pas plutôt du temps à écrire mon prochain film ou à préparer mon prochain film? En fait, moi, je pense qu'il y a plein de raisons, mais là c'est pareil. Pour moi, on en revient à la question de temps. Le temps qu'on a pour raconter quelque chose. Dans une série, on a beaucoup de temps, plus de temps que dans un film. Et dans une pub, on a très 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 peu de temps pour raconter quelque chose et pour faire passer quelque chose et pour réussir quelque chose, en fait. Et donc je crois que moi, c'est ça qui challenge aussi les réalisateurs qui vont faire de la pub, qui sont habitués, on va dire, à faire du film et qui vont vers la pub parce que je crois qu'ils ont envie, en très peu de temps,
de voir s'ils sont capables justement de développer leur énergie, de développer leurs pattes, leur univers, et puis éventuellement aussi de parler ou de traiter visuellement certaines choses qui leur tiennent à cœur. Eh bien, Voilà. écoute, ça me paraît très complet comme analyse. Merci. Antoine, merci beaucoup pour tout ça. Eh bien, J'espère avec plaisir. continuer à poser des questions hein, s'il y a des choses pas très claires. Le programme est chargé aujourd'hui, donc je suis désolé, je suis un peu obligé de. On aurait pu en parler pendant 6 heures. Antoine, merci beaucoup, on se revoit bientôt. À distance, Ça marche. malheureusement, mais Merci tout le monde. Ouais. un bon week-end et à très vite. Salut. À bientôt. Ciao. À bientôt tout le monde. Alors, donc là, c'est une pub de Sony. Je vous remets sur la présentation et on va continuer. Tiens, alors là, je sais pas ce qu'il a fait. Ok. Donc on a vu la publicité. On a eu les résultats du sondage. Donc je passe vite fait. 26 Casa de Papel, 42% Breaking Bad, 32% Game of Thrones, 0% Plus belle la vie, pardon. Et je suis ravi que personne n'ait voté pour Plus belle la vie. Vous me faites énormément plaisir. Et effectivement, je suis assez d'accord avec le résultat du sondage. On va continuer avec un autre sondage. Je voudrais savoir quel est le plus grand méchant de l'histoire du cinéma selon vous. Vous avez le choix entre le Joker, entre Thanos, entre l'Empereur Palpatine, entre Voldemort, enfin que des gens pas très sympathiques. Et on enchaîne direct avec les effets spéciaux. On va rentrer dans la Matrix et avec un grand faiseur français d'effets spéciaux qui s'appelle Jean-Denis Coindre. Qui va nous rejoindre aussi comme Antoine au téléphone. Et il va nous amener beaucoup d'informations sur des choses qui sont peut-être pas forcément évidentes dans l'aspect des films. On ne sait pas forcément ce qu'il y a au tournage, ce qu'il y a au montage, les différentes étapes qu'on peut avoir. Et Jean-Denis qui a travaillé sur Sherlock Holmes ou Moi moche et méchant va pouvoir nous aiguiller. Je mets Jean-Denis en... Voilà, salut JD, comment ça Salut, va? ça va et toi? Bah écoute, ça va pas mal. On va passer directement, parce que toi tu avais besoin, il me semble, qu'on montre un peu quand même visuellement ton propos. Donc on va mettre... Déjà, tu m'as envoyé un schéma pour me parler des effets spéciaux et je voudrais que tu essaies d'expliquer aux spectateurs c'est quoi les effets spéciaux en fait. Ouais, je me présente vite fait. Je suis Jean-Denis Coindre, je suis Matt Hunter, j'étais lead Matt Hunter chez MPC qui est à Vancouver, chez Illumination MacGuff. Je travaillais pour du film d'animation et du film live, donc avec des acteurs, des vraies caméras. Et puis donc du film d'animation avec que de la 3D. Voilà, donc là je vais vous expliquer un petit peu le processus en fait pour concrétiser un film d'animation ou même un film live. Il y a tout un procédé, tout un processus, un workflow, on appelle ça dans le monde professionnel des effets spéciaux. Alors, du coup, je ne sais pas si tu as l'image ou si tu veux que je partage l'image. Ça y est, l'image, ouais, elle est en direct. Ouais. C'est bon? Ouais. Alors, attendez. Du coup, je vais la mettre moi aussi. Donc voilà, on va dire que la première étape d'un processus de fabrication pour un film d'effets spéciaux, film 3D, c'est déjà d'avoir une idée, un scénario. On va passer à la deuxième étape qui est le story, donc l'histoire. Donc là, on va vraiment expliquer, ça va être le lien entre l'histoire et le storyboard, c'est-à-dire que l'idée du scénario, donc on en construit vraiment un scénario, et le scénario après est carrément dessiné sous forme de storyboard, qu'on appelle ça. Donc, c'est en quelque sorte une planche de BD, plusieurs planches de BD qui retracent toutes les séquences et après tous les plans, carrément. D'accord. C'est assez long comme procédé, mais voilà. Donc ça, c'est un département à part entière. Après, on va passer à l'animatique. On appelle ça le layout ou la prévise. Donc finalement, en fait, on va mettre en animation 3D tout ce qui est storyboard. C'est-à-dire que chaque plan, on va l'animer sous forme d'animation basique en 3D avec des modèles 3D très basiques.
pouvoir vraiment avoir une idée de l'animation du plan, le timing. Voilà, c'est un petit peu un pré-montage avant la fabrication du film. D'accord. Donc après, oui, dis-moi. Pose-moi des questions, il n'y a aucun problème. Oui, non, je me demandais si on pouvait aussi passer des effets spéciaux un peu pour que les spectateurs voient un peu ce que ça peut donner en même temps. Puis moi, j'explique un petit peu D'accord. en même temps Ok. le procédé. Est-ce que moi, je vais voir la vidéo ou pas? Elle est à diffuser là maintenant. D'accord. Bon, mais je vois pas trop le retour, c'est pas grave. Du coup, donc on en était donc à l'animatique. Donc voilà. Donc une fois que l'animatique, donc la vidéo, l'animation 3D est réalisée, la pré-animation 3D est réalisée, donc montage, voilà, pré-production, on va dire. Ça passe au département concept, donc design. C'est la fin de la première ligne là, que l'on voit. Je peux montrer après, mais voilà, donc c'est le design, le concept art. Donc là, c'est tout ce qui concerne les recherches graphiques, on va dire. Ça peut passer du costume, des costumes, ça peut être au personnage, ça peut être aux monstres, s'il y a des monstres par exemple, ou les environnements. Voilà, il y a pas mal de choses dans tout ce qui est concept art et département. Et puis les recherches de lumière, de couleurs, les ambiances, voilà. Ça passe par là, par ce département. Donc c'est un vrai travail d'artiste en fait, vous êtes un peu les peintres modernes. Voilà, c'est exactement ça. Ben, ça ressemble un petit peu à du matte painting, on y reviendra d'ailleurs. Sur le schéma, il n'y est pas. Ils nous ont oublié, mais sinon, voilà, c'est un peu ça, c'est de la peinture numérique, on va dire, pour le concept. Donc après, donc ça va partir donc, en layout, mais le layout et animatique, ça se ressemble énormément. C'est un peu la même chose, on va dire. Il y a après le département R&D, j'y reviendrai peut-être après si j'ai le temps. C'est un peu compliqué, c'est très technique en fait, on va dire. Après, le prochain département, c'est modeling. Donc là, on va carrément modéliser les personnages, s'il y a à modéliser les personnages pour le film live, parce qu'il y a quand même des vrais personnages, des acteurs. Pas forcément tous les modéliser, ça dépend en fait du film, des plans, s'il y a des cascades. Pour bien faire la différence, on va avoir le film d'animation comme Pixar ou Moi Moche et Méchant, et un film live, ça va plutôt être Avengers. Par exemple. Voilà. Voilà, exactement. Tout à fait, avec des vrais acteurs et films d'animation, c'est vraiment que de la 3D. Tout est créé, quoi. D'accord. Donc le modeling, effectivement, donc voilà, c'est mettre en volume tout ce qui est décor s'il y a besoin pour un film live, mais sinon, dans le film d'animation, il y a tous les décors à créer, tous les personnages, les véhicules, évidemment. Voilà, il y a beaucoup de choses à créer, donc c'est un gros département. Il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. D'accord. Après, on passe au département texturing, on appelle ça surfacing et shading. C'est-à-dire qu'on va créer carrément la couleur, les textures de peau, par exemple, les textures, tout ce qui est textile, texture de véhicules, je sais pas, des façades abîmées, par exemple. Dans une explosion, il y a un bâtiment qui va exploser, ça va prendre feu, donc il y aura des traces de combustion. Donc voilà, ça c'est la texture. On va passer au shading ou surfacing, c'est les matériaux. Donc si la lumière, elle prend bien, par exemple, elle traverse un verre, c'est du verre. Quelque chose d'opaque comme du bois, bon, mais voilà, ça sera une surface opaque, etc. Je ne vais pas partir trop dans les détails parce qu'après ça devient un peu compliqué. D'accord. Et là, par exemple, est-ce que tu vois la vidéo sur Discord? Ouais, je vois. Ok, d'accord. Donc là, on est sur Game of Thrones et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de choses qui sont rajoutées. Ouais, tout à fait. C'est bien que tu me dises ça. Effectivement, il y a beaucoup de décors. Les monstres, voilà, les dragons, c'est sûr que ça va être recréé parce que ça n'existe pas. Ah bon? Et donc voilà, donc il y a plusieurs départements, par exemple, pour un dragon, c'est hallucinant, mais rien que pour un dragon, il y a tout un procédé. Donc il va avoir l'animation, mais il va avoir la modélisation du dragon en lui-même, la construction du volume. En amont, il y aura forcément les concepts, les recherches du type de dragon que ça va être, la tête du dragon, ça va avoir 2 pattes, 3 pattes, 2 ailes, 4 ailes, enfin bon, voilà, on laisse l'imagination prendre. Et après, donc il y a le texturing, le shading, après il va y avoir le lighting, donc c'est la lumière, j'allais y venir. Mais après il y a l'animation, voilà ce que je disais. Il y a le feu, donc tout ça c'est le département FX, tout ce qui est particules, feu, combustion, liquide, voilà, tout ça c'est les FX. C'est effets spéciaux, effets particules, on va appeler ça. À partir de là, on en est, donc on a vu le lighting, donc c'est la lumière.
Et puis après, donc, il y avait l'animation un petit peu en amont quand même. Donc, ils doivent animer quand même les personnages. Après, donc, le lighting, donc, ils éclairent. À partir de là, ils vont rendre les images, les donner à un département qui s'appelle le compositing, où eux vont réunir toutes les passes en amont. C'est-à-dire que, bon, alors c'est le lighting qui va passer toutes les passes en amont au compositeur, mais il y a beaucoup, beaucoup de passes. Ce sont des passes techniques, je ne vais pas en parler, mais voilà, il y a la lumière, les ombres, grossièrement, les personnages, les véhicules, les environnements, tout ça séparé, on va tout réunir. Donc ça, c'est le département de compositing. Et je suis désolé parce que le temps passe, même si c'est très intéressant. Je voulais juste te montrer cette photo du Mandalorian qui moi m'a frappé récemment parce que traditionnellement on faisait des incrustations sur fond vert et là voilà, je m'aperçois qu'à Hollywood maintenant ils mettent les acteurs devant des énormes écrans télé. Ouais, c'est fou ça. Et le résultat est assez bluffant. Ouais. J'en profite aussi, donc Jean-Denis, vous pouvez voir son profil sur LinkedIn, vous allez voir qu'il a quand même travaillé sur énormément de films que vous avez vus. On va devoir s'arrêter là et je vais vous montrer, c'est pas le niveau de Jean-Denis bien sûr, mais ce qu'on a pu faire à l'école en termes d'effets spéciaux. JD, je trouve que tu as beaucoup progressé depuis que je suis obligé à faire des films avec des fusées dans l'espace quand on était ado. Et je suis content que tu aies pu t'en sortir loin de moi. On s'appelle bientôt et merci en tout cas pour cette explication. Merci à toi. À très vite. Salut. Ciao. Ciao. Alors, maintenant, nous allons voir... Voilà, nous allons voir ce qu'on a pu faire à l'événement le BNG qu'on fait tous les ans à l'école, où on s'est dit on va faire un film, mais pas n'importe quel film. On va créer une salle de cinéma, donc là c'est pour ça que vous voyez des perceuses, avec les élèves, hein, tout ça c'est fait avec les élèves. Et donc les gens pouvaient voir le film dans la salle de cinéma qu'on avait créée spécialement et au passage qu'on a gardé parce qu'on s'est dit ça peut être utile d'avoir un endroit sympa pour mater des films. Et l'aspect technique aussi du film, c'était que il fallait le spectateur devait répondre à des questions et choisissait comment le film allait évoluer. Donc tout ça, encore une fois, ça a été fait en 10 jours, ce qui est assez impressionnant. On a filmé Michael, qui était l'acteur qui avait... on était dans l'esprit de Michael et il se posait des questions avec un côté bon, un côté mauvais, maléfique on va dire plutôt. Et après le spectateur choisissait dans quel cadre il voulait aller, quelle décision il fallait, le spectateur voulait choisir. Donc c'est hier on a vu qu'on pouvait faire du film très esthétique, du reportage, et puis c'est aussi ça qu'on peut faire à l'ESD, c'est des nouvelles narrations quoi. Donc le quatrième mur, c'est quand le personnage s'adresse au spectateur. Vous voyez là, tout a été tourné sous fond vert. Ce que je voulais vous montrer également, c'est la suite de la présentation. Donc au passage, le résultat du sondage, le Joker est le plus grand méchant apparemment, suivi de Palpatine et Voldemort et Thanos. Et encore une fois, je suis assez d'accord avec vous. Donc je pense qu'on a les mêmes goûts. Nouveau sondage, quelle est la meilleure musique de film que vous avez entendue? Star Wars, Seigneur des Anneaux, Interstellar ou Libéré? Désolé, je chante faux là. On enchaîne avec le machinima. C'est quoi le machinima? Ça rentre aussi dans l'expérience de faire des films chez soi. Vous pouvez en faire avec le smartphone, mais vous pouvez aussi en faire avec des jeux vidéo. Et j'ai un invité très spécial qui va prendre la parole tout de suite, qui a fait un long métrage à partir de GTA que vous connaissez sur PlayStation ou sur PC. Ça lui a pris 2 ans, mais apparemment ça a fonctionné pour lui parce que ça lui a permis aussi de réaliser le dernier film de Steven Seagal,
qui pour ceux qui ne connaissent pas est un vieux de la vieille, quoi, un champion du film d'action. Alors, on va mettre un extrait du Trash Masters qui est là, en même temps qu'on appelle Mathieu. Mathieu est là, c'est parfait. Et on a le film qui va passer en même temps. Salut. Salut Mathieu. Alors je sais pas si on peut mettre le film en même temps. Je demandais. Si, vous pouvez. Ah bon, ah bah oui, ça va pas nous autoriser, mais je voulais. Voilà, techniquement c'est nickel. Donc Mathieu, c'est comme Antoine, comme JD, c'est quand même des gens que j'ai rencontrés au lycée. On a commencé à faire nos premiers films n'importe quoi ensemble. Mathieu, donc ce que je disais, c'est que l'idée aussi, c'est en confinement, c'est de pouvoir faire des films chez soi. Donc tout de suite, j'ai pensé au Trash Masters, où tu as eu la folie de te dire, je vais faire un machinima, mais je vais pas faire un d'un quart d'heure. Je vais en faire un qui va durer 1h30, toujours plus. Ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est déjà, c'est pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Donc déjà, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est un milieu qui est compliqué, vous en parlez, c'est un milieu qui est difficile, le cinéma. Et tu as un scénario, tu as des volontés de mise en scène, et pour arriver à avoir un producteur et être financé, c'est compliqué. Et donc moi, j'en avais marre, donc je tournais des pubs. À l'époque, on faisait ça, des pubs. À l'époque du Trash Master, j'étais aussi lecteur de scénario, donc j'étais à mi-temps. Donc j'avais pas mal de temps libre. Et étant assez... j'avais pas de problème à rester chez moi longtemps. Donc je me suis dit, je jouais à GTA 4 sur PC. Et en jouant, je me suis rendu compte qu'il y avait un éditeur vidéo dedans et que les possibilités étaient incroyables parce qu'on pouvait faire les plans de caméra qu'on voulait. Et je me suis dit, je vais faire un long métrage. J'ai un scénario qui était pratiquement fini, qui s'appelait donc le Trash Master, sur la vie d'un éboueur vigilant qui s'occupait des ordures le jour et d'autres ordures la nuit, c'est-à-dire les dealers, les tueurs et compagnie. Et je me suis dit, je vais le faire avec GTA 4. Tout, plan par plan, je vais jouer tous les personnages. Donc voilà comment je me suis lancé dans cette aventure. Voilà, je voulais faire un film et c'était le seul moyen pour moi d'arriver à en faire à cette époque. D'accord. Donc là, tu viens de dire, ça t'a permis de faire des plans que tu n'aurais peut-être pas pu faire sur une production plus petite. Est-ce que quand on commence, quand on veut se lancer dans l'aventure, est-ce qu'il y a des difficultés à prévoir? Alors, juste rebondir sur le truc que tu disais sur le fait de pas pouvoir de faire des plans incroyables, c'était aussi l'intérêt. Et c'est pour ça que je dis, s'il y en a qui ont des possibilités aujourd'hui est-ce que de faire des machinima, mais il y a de plus en plus de jeux vidéo ou de jeux qui sortent avec des outils internes qui permettent justement de s'amuser avec les parties. Et oui, effectivement, vous pouvez faire un film qui coûterait 100 millions d'euros dans la vraie vie. Et là, vous pouvez le faire pour 500 balles ou moins. Il faut une bonne machine. Donc, vous pouvez arriver à faire des plans incroyables, comme si vous aviez sur un tournage un hélicoptère, 100 mètres de travelling. Vous aviez le budget d'un film de Michael Bay. D'accord. Voilà. Et ensuite, c'était quoi, merde, ta question c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des difficultés à prévoir? Je sais pas, peut-être que comment ça se passe au niveau de l'enregistrement. Est-ce que Alors, oui, qu'est-ce qui t'a posé problème en fait? En fait, c'est bon, il faut être patient. Ouais. Alors, parce que ça crache souvent. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus stable les ordinateurs, mais moi, à l'époque, c'était un peu l'enfer. Ça m'arrivait souvent d'enregistrer des parties parce qu'en fait, il faut jouer la scène que vous voulez réaliser. Je donne un exemple. Il y a une scène, voilà, ceux qui sont en train de voir en live, il y a une fusillade dans Chinatown. J'avais utilisé une mission et en même temps, je l'ai rejouée peut-être 100 fois pour arriver à obtenir ce que je voulais des autres personnages. Parce que moi, j'en contrôlais un, mais il y en a d'autres qui me suivaient. Ensuite, quand vous jouez à un genre de jeu, sur ceux qui connaissent GTA, il suffit que tu tires un coup de feu au mauvais endroit, que tu peux écraser des gens quand tu roules, et tu vas avoir tous les flics du jeu qui vont te poursuivre. Donc pendant que j'étais en train de tourner des scènes, je faisais des conneries, je m'en trouvais à tous les flics qui venaient me poursuivre. Ou alors, je devais justement, si je voulais faire une poursuite, je devais faire un petit massacre dans la ville, c'est-à-dire tuer pendant un quart d'heure des gens pour avoir 4 étoiles et avoir un max de flics aux fesses, pour ensuite pouvoir filmer la poursuite. Et en fait, le gros problème, c'est ça avec GTA, c'est que tu dois jouer tous les personnages et refaire sans arrêt la même séquence. Voilà. D'accord. Donc Parce qu'ensuite, au tu bout loues d'un sur moment, ça l'éditeur rend barjot, vidéo, quoi.
ça rend barjot et plusieurs fois j'ai dit je vais arrêter. Donc j'ai mis en pause plusieurs semaines. C'était un peu improbable hein, parce que entre les plantages et les scènes que j'arrivais pas à faire, parce qu'en fait tout marche avec des points clés dans l'éditeur GTA. Donc en fait c'est facile. Vous voulez faire un travelling avant, vous mettez un point clé près du visage et un point clé éloigné et vous mettez des push-in et push-out qui étaient déjà bien inclus. C'était un super éditeur. Donc en fait la caméra elle s'avançait comme ça. Elle comprenait que vous vouliez faire un travelling avant. Donc ça, c'était pas très dur. Vous pouvez faire travelling gauche-droite. Vous faites des points clés qui vont comme ça si vous voulez faire des panneaux, des travelling au bas. Et quand vous voulez faire des plans séquences ou des plans qui demandaient beaucoup de temps, un peu steadicam, où vous suivez longtemps, il fallait faire par exemple 200 points clés. D'accord. Et vous en êtes en x1 et c'est fini. Il faut tout recommencer les points clés. Donc, Ok. et ça, c'était Et donc, ça, c'était 2010, hein, c'est ça? 2008-2009. Ouais. Oui, donc là, il y a, bon, ça a bien évolué depuis. Il y a notamment quelque chose sur PlayStation qui permet vraiment la même Alors chose. aujourd'hui, alors, je crois qu'il y a GTA V, la suite qui est sortie, qui avait un autre éditeur, mais moi, je l'ai trouvé un peu trop compliqué. Il y avait plus d'outils, mais il était moins plug and play. C'est-à-dire qu'il était moins intuitif que le premier. Mais là, récemment, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Dreams sur PS4. Je crois que c'est une exclue Sony et qui permet de concevoir. Alors, on est plus dans le jeu vidéo, mais vous pouvez concevoir un univers. Il y en a qui ont créé vraiment des univers, des RPG. Vous pouvez faire vos jeux vidéo avec un moteur 3D qui est de très bonne qualité et avec des outils accessibles. Mais il faudra du temps. Mais comme tu disais, voilà, si vous êtes confiné à un moment et que vous voulez rester créatif et que vous avez un peu de temps, je pense qu'aujourd'hui, Dreams, c'est super pour du jeu vidéo ou même de l'art 3D. Et voilà, et donc, on peut faire des films chez nous. Ben voilà, et donc c'est un bon moyen de passer le temps, surtout en confinement. Mathieu, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Si vous voulez voir le Trash Masters, il est dispo entièrement en intégralité sur Dailymotion, il me semble. Sur YouTube. Et sur YouTube aussi, ok. Et vous pouvez aussi voir le dernier film de Mathieu, Attrition, avec Steven Seagal, le colleur de Mandal. Bon Mathieu, on se voit bientôt. Merci d'avoir pris le temps de venir parler. Je pense que ça a bien plu. Et je te dis à très vite. Allez, salut. Salut. Merci. Alors, transition. Le résultat du dernier sondage, c'est vous préférez Star Wars après Le Seigneur des Anneaux, après Interstellar. Et il y en a 6% qui aiment La Reine des Neiges, mais je pense qu'il y en a qui ont menti. Je pense que le pourcentage est bien plus élevé. On va direct enchaîner avec la dernière phase de l'émission, c'est-à-dire le journalisme. C'est parce qu'on peut raconter des histoires fictionnelles, mais aussi des histoires réelles. Et pour cela, j'ai invité Benjamin Bardel, qui est le journaliste le plus présent partout en Aquitaine et en France. Il fait de la radio, il fait de la télé, et même vu qu'il est hyper actif, on peut le retrouver au théâtre le soir. Benjamin, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, Brice. Alors, on va Je suis là. on va te mettre en plein écran. Je Salut suis là. Benjamin. Je sais pas. Tu m'entends, Brice? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Eh bien, c'est parfait. Alors, tu sais, avec les élèves et le public, on a vu un peu toutes les grandes étapes du cinéma, des séries, des jeux vidéo. Là, ce qu'on voudrait voir avec toi, c'est un peu le réel, parce qu'on peut très bien raconter une histoire réelle, et c'est aussi une partie très importante de l'audiovisuel. Ah ouais, tu as raison. Bon, voilà, c'est fini. Merci. Merci Benjamin. Toi, au quotidien, c'est quoi ton rapport avec l'audiovisuel? Parce que tu fais de la radio, tu fais de la télé, tu fais plein de choses. Quand t'es à la télé, comment ça se passe? C'est quoi les techniciens visuels? Qu'est-ce qui intervient en fait? Alors, de toute façon, tu le sais, toi, tu poses la question pour ceux qui nous regardent, mais on travaille ensemble. On a la chance de travailler ensemble depuis pas mal de temps. Je travaille notamment pour la chaîne qui appartient au groupe Sud-Ouest, TV7. Et puis, je réalise, je présente et je fais des interviews dans différents
programme, qu'il soit court ou des interviews. On a besoin, évidemment, c'est pas une production comme tout ce que je viens d'entendre, qui était passionnant d'ailleurs. On est dans une production cinématographique, on est sur des productions beaucoup plus éphémères, déjà parce que c'est souvent l'actualité, donc ce sont des gens qui font l'actu, ce sont des gens parfois qui font un événement à l'instant T. Donc j'ai souvent un vidéaste, parfois un ingé son, mais dans des petites productions, très souvent le réalisateur est aussi ingé son, et parfois un peu de lumière, et parfois un peu une maquilleuse. C'est vraiment, ça dépend vraiment des missions Oui, c'est qu'on aussi me parce qu'il faut confie. que ça soit livré rapidement, parce que Faut c'est que ce soit l'actualité. C'est pas du tout le ouais, faut même que ce soit livré. temps de travail. Ouais. Ouais, exactement. Alors, il y a vraiment deux exercices. Il y a celui qu'on a pu faire ensemble souvent, Brice, où on a tourné parfois sur un jour, 2 jours, 3 jours, où là, pour le coup, on avait une vraie petite équipe de prod pour avoir des rushs et ensuite monter, dérusher et rendre un travail qui demande un peu de temps. Et puis, il y a les directs, parce qu'il y a aussi ce travail en direct, où là, pour le coup, comme là, on l'est, sauf que c'est avec des moyens un peu plus perfectionné, bah, je suis réellement en direct avec la régie, avec TV7. Et quand on me dit c'est à toi, bah, ensuite j'ai un quart d'heure, 1 heure, ça dépend des événements, de la fête du vin ou d'un événement en direct d'une salle de concert, d'une salle de sport, sur les quais de Bordeaux, dans un musée ou ailleurs. Hmm. Je comprends Donc, bien. en effet, les moyens sont très différents. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que je me suis rendu compte, que ce soit avec Antoine Lassor, qu'on a vu tout à l'heure, avec toi et avec d'autres, quand on travaille avec des gens comme vous, moi, on va dire que je tiens le côté, le direct, l'actu, l'interview, tenir les gens que l'on vous met face à la caméra, quand moi, je suis aussi devant la caméra. Et vous, derrière, vous avez quand même aussi cette culture cinématographique. Et même quand on fait un truc qui n'a rien à voir avec Ridley Scott, mine de rien, votre culture, vos goûts, votre façon de travailler, quand c'est de la fiction par exemple, servent aussi, peuvent vachement servir pour du direct ou pour des chroniques économiques, culturelles, mais beaucoup moins artistiques. Mais vous vous en servez énormément en fait. Donc moi j'apporte mon aspect éditorial, un peu artistique aussi, parce que j'aime ça et que ça fait partie de mon métier, que c'est de la création. Mais il y a ce côté intéressant où vos techniques de cinéma, elles peuvent servir aussi pour la télévision, pour le média, pour du YouTube, pour un programme court. D'accord. J'en profite pour dire que je passe en même temps le documentaire qui est sorti sur Michael Jordan, parce qu'on peut voir aussi que là c'est de la réalité, on n'est plus dans la fiction. On peut Ouais, voir aussi que ça peut être très cinématographique comme approche. Donc ouais, c'est vrai. je vais laisser tourner en continuant l'interview. Donc toi, ce qui est intéressant aussi, c'est donc t'es aussi à Énergie, donc tu fais de la télé. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est et tu écris aussi. Qu'est-ce que la vidéo, le média vidéo peut t'apporter que l'écriture ou la radio te donne pas forcément, que l'oral ou l'écrit ne te donne pas. Bah, les silences. Alors le silence, voilà, par exemple, typiquement à la radio, le silence est interdit, mais alors totalement. Hein. S'il y a rien à la radio, en général, c'est pas bon signe. Donc la radio, on la remplit tout le temps, même dans les infos. T'écoutes n'importe quelle radio, sur n'importe quelle chaîne de radio, quand il y a les news, il y a toujours derrière un bed, il y a un lit musical pour créer du rythme et du remplissage. À la télévision, par exemple, ce qui est intéressant, ou avec l'image, comme tu me demandais, on peut faire des interviews en laissant des temps d'écoute, en laissant des gens réfléchir. Je suis pas obligé de rebondir tout le temps, je peux aussi me taire. Donc, il y a ce côté, justement, où l'image peut drôlement répondre. Parfois, l'image est plus forte que la moindre réponse, que des gens dans lesquels on est. Et puis vraiment, il y a vraiment ce qu'on appelle, alors c'est propre au cinéma, au monde du clip aussi, mais c'est aussi très très utilisé et c'est aussi un terme très fréquent dans le journalisme et le média, c'est être en immersion. C'est-à-dire qu'être en immersion, la caméra devient vraiment l'œil du téléspectateur. Donc, si je me promène en direct de la fête du fleuve, en direct
d'un hôpital, en direct d'un match de foot ou en direct de tous ces événements-là, on est en immersion. L'œil de vous, les vidéastes qui me suivent, c'est comme si les gens étaient à votre place. Donc, c'est ça qui vraiment a tout son sens, être en immersion. D'accord. La réalité, une réalité, une certaine réalité. On va finir par une dernière question parce qu'on a beaucoup de spectateurs, si tu veux, qui ont des chaînes YouTube, qui eux-mêmes ont des sujets. Ils ont aussi des chaînes Twitch où ils animent, et toi, tu es animateur. Ça serait quoi quelques conseils de base pour arriver à parler de n'importe quoi et de manière... il y a de la prépa, comment tu fais? Ouais, ça c'est la question qui tue. L'éternelle question, parce qu'alors en effet aujourd'hui tout le monde se croit un peu journaliste, un peu réalisateur, parce que c'est facile avec un téléphone de faire plein de choses. Moi je crois le vrai conseil qu'il faut donner, je pense, c'est essayer de faire en sorte que ce que les gens aiment faire sur YouTube ou même une fausse émission de radio, une fausse émission de télé, un petit clip, une interview, il faut que ça ressemble vraiment à ce que l'on est. Donc déjà, essayer de faire un truc qui te ressemble, qui ressemble vraiment à la personnalité, pas faire un faux Ridley Scott justement ou un faux Gilles Boulot de TF1 ou un faux reporter de guerre, mais essayer d'être soi-même. Et la clé number one, hein, moi je suis comme toi, je vois des étudiants en journalisme, la première notion absolue qu'il faut avoir, c'est un angle. Mais ça, comme toi en photo, en vidéo, un angle. Quel est l'angle? Parce que tous les sujets sont possibles, mais sur un sujet, on a des milliards d'angles possibles. Quel est l'angle? Je choisis de faire un sujet là-dessus. Quel est mon angle? Quelle est ma direction? Ça, c'est vraiment, à mon avis, la clé. Et ensuite, bah, s'amuser, essayer de faire quelque chose. Faut que les gens, déjà les proches, quand ils voient ce qu'on fait, puissent te dire, bah, ça, ce que tu as fait, ça te ressemble. D'accord. Bon, bah écoute, ça me paraît très complet comme réponse et un bon début pour se lancer, parce qu'il faut se lancer, c'est surtout ça, faut oser. Faut Exactement. pas avoir Ah peur. ouais, exactement. Moi, je dis tout le temps, mais on se le dit souvent, Brice, si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Donc, il faut vraiment essayer, ça, c'est Et clair. voilà. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus Mais on bien fait, sûr. plus on s'améliore. Ok, merci beaucoup Benjamin. Merci, Brice. On se revoit très vite à distance aussi. Je vais clôturer cette émission en m'occupant un peu des spectateurs avant de finir. Donc je te dis à bientôt et surtout à bientôt et encore à bientôt. À Salut, bientôt. Salut. ciao. Salut. Alors voici, c'était la fin de l'émission. J'espère que vous avez appris quelque chose. Comme ça, vous avez vu qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Je vous laisse avec la suite du programme où on va laisser la place à Mehdi, notre star Twitcher local, qui va vous parler de marketing digital. Nous, on se retrouve lundi, d'abord avec Thomas, qui a fait un cours de code délicieux juste avant moi, et il va poursuivre lundi. Nous, on va faire du montage lundi. C'est-à-dire que là, hier, on a appris à tourner. Maintenant, on va voir comment on peut mettre les plans ensemble. Et vous allez voir, le montage, c'est fabuleux. On peut créer du sens, même avec des choses très différentes. Et lundi soir, il y aura aussi Julien qui va commencer ses cours de photo. Comme je vous l'ai dit, la photo, c'est la base du cinéma. Donc je vous recommande vraiment d'y assister. En plus, je pense que ça va être très fun. Si vous voulez aller plus loin encore, on a les cours où il faut s'inscrire, les cours Whereby, dans ma catégorie, mais aussi dans toutes les catégories. Et je pense que c'est tout. Est-ce que sur le chat, tout le monde est content? Ok, on a eu toutes les réponses. Tout à l'heure, il y a pour le cours de Mehdi, je tiens à vous dire aussi qu'il faut le voir, parce que non seulement Mehdi est fantastique, mais en plus, il y a des cadeaux à gagner. À lundi, salut!